Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans un nouvel épisode de Lift Talk, toujours en bonne compagnie. Mais avant de vous présenter l'invité du jour, je tiens donc à vous rappeler de vous abonner tout simplement au podcast, de liker, commenter, partager. Ça nous donne de la force, ça augmente le référencement et nous, ça nous motive à continuer toutes ces émissions. Donc aujourd'hui, une émission avec un coach. Euh, donc, euh, donc voilà, je suis avec Evan. Comment tu vas, Evan? Ça va super et toi? Déjà, Eh merci pour bah, l'invitation. Je le bah dis de rien. direct, ça fait vraiment plaisir. Donc ça c'est cool. Bah justement, on peut contextualiser comment on s'est connus, les petites anecdotes et tout. Ouais, ouais, Est-ce que carrément en vrai. et du coup bah en fait Evan, moi je le suivais déjà depuis un moment. Je suivais aussi ton collègue Guillaume depuis encore plus longtemps. Parce que lui, ça fait vraiment très longtemps que je le suis. Un moment qu'il Euh, est dans le game. Ouais. ouais. Et du coup, bon, bah voilà, on s'était croisés sur des compétitions et tout. Et puis, en fait, un jour, tu avais fait une réaction à un podcast. Et puis, en fait, ça avait suscité quelques, comment dire, déconvenues sur l'instant. Mais après, on s'est expliqué en off, on a parlé et je trouvais ça quand même très intéressant de te faire intervenir aujourd'hui sur un sujet qui est pas mal débattu dans le street lifting. Et donc voilà, tu vas pouvoir nous donner ton avis là-dessus parce que moi j'aimerais vraiment en savoir plus sur toi. Je t'avais dit aussi, moi ces podcasts-là, c'est un prétexte pour faire plus connaissance avec des gens avec qui j'ai pas le temps de parler parce qu'on se croise sur les compétitions, mais on se dit ouais salut ça va, mais ça s'arrête là souvent et Ouais. on n'a pas le temps de vraiment creuser. Donc c'est l'occasion de ces podcasts. Et bah du coup, je veux bien que tu te présentes pour les auditeurs. Peut-être ton parcours sportif, professionnel, qu'est-ce que tu faisais avant, etc. Ok, ben moi du coup c'est Evan Devecchi, donc j'ai 22 ans, bientôt 23. Je suis athlète en street lifting maintenant, ça va faire, je vais finaliser ma troisième année là en gros, ça va faire 3 ans. Avant ça j'ai fait un peu de tout comme sport. En vrai j'ai touché à tout, du foot, de la boxe. J'ai commencé avec de la muscu classique, c'est là où j'ai du coup appris ce que c'était le street lifting. Ensuite, du coup, j'ai commencé en compétition. Je crois ma première compétition, c'était les Traction Only 2022 à la Courneuve. Je crois que tu y étais toi aussi en tant qu'athlète. Je dis Ouais, pas de bêtises. exact. Ouais, ouais, c'est C'est ça, ouais. exact. Du coup, voilà. Ouais, ça Donc, date. voilà. Et j'étais à moins de 73 kilos à l'époque. Ensuite, après, j'avais fait donc décembre 2022, j'avais fait une petite compète, une associative de Toulouse, où il y avait juste les trois premiers mouvements. Donc, il y avait muscle up, traction, dips. Après, j'ai fait les premiers pas 2023 en moins de 73 toujours. Et après, du coup, ben, j'ai fait les France Espoir chez toi, à Nantes, en moins de 80 kilos. Là où, du coup, j'ai eu la première place, donc pas peu fier. Et ensuite, du coup, ma dernière compétition, c'était Final Rep High Squad à Lorient, donc en avril, là. Donc, j'ai réussi quand même à valider un bon petit total de 462,5, donc bien satisfait. Malgré une blessure au dos qui m'avait empêché de squat pendant les 2 dernières semaines, j'ai quand même réussi à squatter le jour J et en plus à égaliser mon max. Donc même si j'étais venu chercher le plus, honnêtement hyper satisfait. Voilà. Après en tant que coach, du coup, ben là ça fait que depuis janvier, du coup je me suis lancé dans le coaching. Donc là j'ai déjà eu l'opportunité d'amener 4 athlètes en compétition cette année. Donc une athlète au premier pas 2024 et 3 athlètes là où on s'est vu du coup il y a 3 semaines, un truc comme ça, à Annecy, au Spring Meet de Annecy. Donc voilà. Et ensuite, professionnellement, du coup, moi, avant d'être coach, du coup, je suis toujours pas coach à temps plein. J'étais coiffeur barbier. Du coup, je continue à mi-temps aussi d'être coiffeur barbier. Voilà. Ok. Voilà Ok. dans la Enfin, d'où, globalité. d'où les tapers toujours Toujours contour dégradé. Normalement, toutes les semaines, c'est fait. Donc, Ok, ok. Et est-ce que tu nous as dit ton âge, Evan? ouais, j'ai Je 22 crois ans. pas. Ouais, ouais, je l'ai dit au 22, début, je crois. 22, Ouais. 22. Ouais. Ok. Et est-ce que tu as eu justement, alors donc tu nous disais, tu as touché quand même à pas mal de sports depuis que tu es jeune.
Mm. Et est-ce que tu as fait du street workout ou tu es passé directement de la musculation au street lifting? En fait, j'allais des fois parce que du coup, je fais de la muscu, grâce à mon père. En fait, mon père, je l'ai toujours vu faire de la muscu et tout. C'est un ancien militaire. Et tout. Donc, j'ai toujours baigné dans le sport, dans cette pratique-là, un peu. Et après, en fait, des fois, j'allais m'entraîner avec des potes dans les parcs de street. Et en vrai, je trouvais ça intéressant, la partie un peu calisthénique, etc. Mais très vite, en fait, un jour, j'ai vu un mec, il avait une ceinture de l'Est. Et en fait, je crois, dès le début, j'ai fait, OK, ouais, ça, c'est vraiment ma came. Le lesté, je trouvais ça incroyable. Me dire, faire des tractions lestées, je trouvais ça ouf. Pour moi, c'était limite infaisable. Et en fait, du coup, très vite, en gros, j'ai inclus le lesté dans ma pratique de musculation. Et après, en fait, très vite, j'ai vu ce que c'était le scripting et tout. Donc, en fait, non, j'ai pas de passif en set and rep, en statique ou quoi, vraiment, rien du tout, directement dans la force un peu. Ok. Donc, voilà. Ouais. Donc, Par contre, j'ai jamais fait les jambes de ma vie. J'ai commencé le lifting, les squats, c'était catastrophique. Vraiment, ça a été le mouvement toxique au début. J'avais vraiment pas envie de travailler. et tu t'es bien rattrapé parce que maintenant, tu as combien au squat? Bah, du coup, mon RM jusqu'à samedi, c'était 2,20 et là, j'ai réussi à le doubler. Donc, on verra par la Donc, suite, quoi. en moins de 80, hein, c'est ça? Voilà, je suis en moins de 80. À 22 ans. Mm. Pour quelqu'un qui faisait pas les jambes jusqu'à il y a très peu de temps. Voilà. Ouais, jusqu'à Et, 3 ans, quoi. et tu es aussi une confirmation de typiquement le profil qui vient de la muscu, qui a pas transité par le street workout ou le set and rep ou l'endu, le battle, ce que vous voulez, et qui a réussi quand même en 3 ans à choper un niveau national. Parce que là, par exemple, cette année, je sais pas, j'ai pas regardé, mais ça t'aurait placé combien là en moins de 80 si tu avais fait les France, par exemple? Bah, là, en vrai, si on compte tous les Français, même si on compte Aubin, genre sur l'année 2025, je suis le cinquième meilleur Français. Ok, Si du coup j'avais fait les France, ben, du coup j'aurais fini troisième derrière Raoul et Jean-Rodrigue. ok, Après, il faut savoir que du coup, il y a Aubin, qui a pas fait les France. Il y a Maxime Potvin, qui du coup a fini premier à la Final Rep A-Squad. C'est lui qui est passé devant moi, en gros. Il a fait ouais, 466,25 de total. Donc voilà, donc en gros, ouais, ça ferait Aubin, Raoul, Jean-Rodrigue, Maxime et moi, du coup. ouais. Et Maxime, Pas mal, quoi. chapeau, hein, parce que Maxime, c'est un daron solide. Et Mais c'était tendu jusqu'au dernier squat, hein. Jusqu'au dernier ouais, squat, c'était très chaud entre nous. Et je savais déjà que, hop, excuse-moi, je savais déjà que ça allait être très difficile d'être collé à lui et réussir à, entre guillemets, lui donner un match. C'était vraiment plaisant. Donc ouais, ouais, non, c'est quelqu'un de solide. Je sais, je le suis depuis quelques années. Je vois qu'il est là depuis un moment et puis c'est quelqu'un de très fort, ouais. franchement. Donc en 3 ans, les gars, si vous venez de la muscu, vous pouvez potentiellement, si vous donnez les moyens, bien sûr, bah, atteindre ce genre de niveau. Et justement, alors moi, ma question, c'est donc là, tu nous as expliqué ton parcours, Ouais. tes résultats aussi en tant qu'athlète, les compétitions que tu as faites jusqu'à actuellement. Et justement, alors moi, j'aimerais justement focus sur la partie coaching. Qu'est-ce qui t'a fait justement évoluer? En tout cas, qu'est-ce qui t'a amené vers du coaching, étant donné que c'était pas ton métier initial? Qu'est-ce qui t'a attiré par ça? Est-ce que d'ailleurs, tu es plus toi un mec qui coach que en distanciel, qui fait aussi du présentiel? Comment tu te situes par rapport à ça? Alors déjà, en vrai, de base, moi, je voulais faire STAPS quand j'étais au lycée et tout. Après, le problème, c'est mon niveau scolaire et mon attitude au lycée qui m'a empêché de faire ça, on va dire. Donc, je me suis débrouillé. J'avais une autre passion en fait à côté du sport, mais du coup, c'était la coiffure. Mais du coup, en fait, je me suis toujours dit que j'allais faire quelque chose dans le sport. Et du coup, en fait, il fallait juste que je trouve quoi et le bon moment entre guillemets. Et du coup, très vite, en fait, quand j'ai commencé le street lifting, je me suis dit, en vrai, j'aimerais me lancer dans le coaching, dans le street lifting. Mais j'avais un peu cette vision de, je suis pas légitime de pouvoir coacher tant que j'ai pas le niveau. C'est pas forcément quelque chose de OK, mais du coup, c'est vrai que j'avais ce truc-là en tête. Et du coup, là, en fait, après, au fur et à mesure, euh, à ma salle, en rencontrant des gens et tout, j'aimais bien donner deux, trois conseils et tout. Et j'aimais vraiment ce côté, que je retrouve avec la coiffure, justement, ce côté contact
humain, en fait, que j'aime beaucoup. Et avec le coaching, du coup, je trouve que c'est encore plus poussé, enfin, la satisfaction du coaching et tout. Donc, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Et, attends, parce que je suis en train de me perdre, là. Tu m'avais dit quoi après? Euh, Bah, qu'est-ce qui t'a amené vers le coaching? Est-ce que ouais, toi, tu coaches en présentiel, que voilà. distanciel? Bah, du coup, principalement en distanciel. Mais après, j'aime beaucoup faire du présentiel. Donc, les coachés qui sont autour de moi, ben, j'encourage en tout cas à faire du présentiel. Du coup, j'aime beaucoup faire du présentiel pour justement encore plus, du coup, créer cette affinité et cette relation de confiance. Tu vois, c'est vraiment ça. J'insiste beaucoup sur la relation de confiance entre l'athlète et le coaché parce que ben, sinon, ça marche pas en vrai de vrai. Donc vraiment, ouais, pour moi, c'est ça le principal. Et du coup, ouais, donc du coup, principalement en distanciel. Et de temps en temps, ben, si ils peuvent se le permettre, et si on est justement à côté ou quoi, faire du présentiel. Encore hier, j'ai fait du présentiel avec un de mes athlètes que j'avais amené à Annecy, justement. Donc je trouve ça vraiment pertinent, quoi. Ok, ok, d'accord. Et justement, pour la partie athlète, est-ce que toi, là, tu as des échéances de prévues pour la fin d'année ou en 2026 ou tu as vraiment des projets ou un titre que tu aimerais aller chercher? Bah là, en fait, je suis en plein doute. Déjà, quand je crois que je te l'avais dit quand on s'était vu, mais sur la catégorie de poids. Donc là, fin d'année, j'aimerais bien, pour rester dans le bain des compétitions, j'aimerais bien faire Annecy for Lift, parce qu'en plus, j'ai vu l'organisation et tout, et franchement, j'ai toujours eu des bons retours, et là, le fait de le voir en vrai, c'était vraiment une très belle orga. Donc ça, c'était cool. Donc Annecy for Lift, j'aimerais bien pour pouvoir rester dans le bain des compétitions. Je pense que je la ferai du coup en moins de 80. Et après, en fait, moi, mon objectif, bien sûr, ultime, c'est de faire une compète à l'international. Maintenant, rester en moins de 80, moi, au niveau rapport taille-poids, c'est vrai que ça me bride un peu, le fait de rester en 80. Donc, c'est sûr que je monterai en 87. En plus de ça, en 80, si on garde le système de final rep avec les deux meilleurs par nation, il y a Aubin Raoul, ils sont relous. Donc du coup, aller chercher des totaux comme eux deux, ça va être compliqué, long. Et comme je te dis, je pense que je serai bridé un jour ou l'autre. Donc je pense monter en 87 plus rapidement que prévu. Et ben, sur le long terme, aller chercher à l'Inter, ça serait cool. Ça serait cool. Franchement, c'est l'objectif. Je m'arrêterai pas tant que je l'aurais pas fait. C'est sûr. Ok, donc potentiellement peut-être les Europes 2020, 2027. Ouais, en vrai, ouais. Ça serait, Ok, ouais. 2026. S'il y a pas, voilà, on touche du bois. Mais bon, on verra. Ok, Bon, allez, ok. en vrai, je suis pas pressé. J'ai juste des objectifs, court, moyen, long terme. Et l'objectif final, c'est ça. Ça doit prendre un an, ben, tant mieux. Ça va prendre 2, 3, 4 ans. Franchement, honnêtement, je prends mon temps. D'accord. Bah, moi, je pense que tu as le potentiel pour réaliser tes objectifs, en tout cas. Ouais, Et c'est je gentil. pense aussi que c'est toujours délicat. On pèse toujours le pour et le contre sur est-ce que je dois monter de catégorie? Parce que Mm. là, bah, du coup, ouais, on en avait parlé, tu te brides un peu au niveau de la bouffe. Enfin, donc, forcément, ça limite tes progrès. Je pense bah, notamment même au squat, par exemple, parce que c'est le squat, à mon avis, qui va le plus progresser quand tu vas faire une montée de KT. Ouais, clairement. C'est là où tu pourras aussi prendre le plus de kilos, hein, forcément. Et donc, ouais, moi, je t'encourage en tout cas, je pense, à monter en moins de 87, peut-être pour 2026, quoi. Ouais, ouais, Je ouais. pense tu gagnerais en tout cas à faire ça. Et justement, bah, magnifique parallèle pour vous faire un petit retour. Alors, je sais plus si j'en avais parlé sur le podcast que là, ce week-end, j'ai fait une compète. Donc, c'est la Spartan Cup. Donc, je passe le bonjour à Soufiane, à Lohan, à Lise. Bravo pour votre organisation de compétition. C'était carré. Vous étiez même en avance. Il y avait enfin, franchement, c'était génial. Ils ont mis toute leur énergie, leur cœur à faire cette compétition. Et franchement, ça s'est vu direct, quoi. Les gens étaient très contents. Il y avait 35 participants. Donc, au total, moi, je suis arrivé quatrième de la compète. Ok, Euh, avec un total totalement dérisoire, mais en fait, moi, c'était un petit peu, comment dire, mon objectif pour me remettre dans la compétition, parce que moi, ça faisait 2 ans que j'avais pas eu la possibilité, surtout.
de faire de compétition parce que je priorisais vraiment l'accompagnement des athlètes et je me mettais vraiment en retrait par rapport à tout ça. C'était pas la priorité. Et puis là, c'est vrai que ça me manque énormément de vous voir Ah tout ouais, le temps en compétition, ça donne trop performer. envie. Franchement, tu te dis, purée, moi aussi, j'aimerais bien être sur le plateau. Donc là, je m'étais remis pendant vraiment 3 mois à fond, focus, prépa, alimentation. Et du coup, voilà, j'ai validé ce que je voulais. Et c'était vraiment cool. Et je trouve que aussi, c'est important des fois de se reconfronter à la compétition, surtout quand ça fait un long moment comme ça, pour pas oublier aussi ce que les athlètes vivent. C'est grave. Parce que je pense que là où j'ai eu en fait le plus gros feedback par rapport à tout ça, et ça c'était peut-être une partie que j'avais oubliée, c'était ou en tout cas pas sous-estimé, mais ouais, c'était plus aussi clair dans mon esprit, c'était la partie psychologie. En amont d'une compétition, il y a toujours de l'excitation, un petit peu de stress, etc. Et ça, c'est un truc que j'avais pu vécu depuis 2 ans. Et ça, franchement, ça fait vraiment du bien. Et aussi le post-compétition, qui est, je trouve, c'est une période qui est très, très délicate, que ce soit pour soi ou pour les athlètes qu'on coach. Et c'est toujours assez compliqué. Et justement, je pense qu'il faut mettre des choses en place pour que ça se passe bien. Parce Ouais. que, en fait, le but, c'est pas de faire une compétition et puis on n'a plus d'objectif, on n'a plus rien. Et puis finalement, en fait, on arrête petit à petit de s'entraîner, on a moins d'adhérence et puis on finit par lâcher. C'est ce Ouais. qui arrive des fois et c'est vraiment dommage. Donc, il y a Ouais. des trucs à mettre en place. Et justement, alors la deuxième grande partie, ça va être bah, sur le sujet qui nous intéresse vraiment en priorité, c'est l'influence du streetlifting du powerlifting plutôt en streetlifting. Et ma première question, Evan, ça serait et je pense qu'elle est assez large. C'est qu'est-ce que le power a apporté de bon au streetlifting jusqu'à maintenant, que ça soit, je te donne des pistes, hein, méthodologie, culture de la perf, même organisation de compétition, structuration même du sport. Qu'est-ce que le power a apporté au streetlifting? Ben en vrai, déjà, la base même, le système de 1RM, de total, d'additionner toutes tes perfs pour avoir un total. Même le système d'indice, si je dis pas de bêtises, il était déjà en power avant qu'il arrive en street lifting. Après, ouais, le système de structuration de compétition, donc les ordres de passage. Quand je dis les ordres de passage, j'insiste bien sur le street lifting et le powerlifting où c'est vraiment bien. Je prends un exemple souvent sur l'haltéro, où l'haltéro, je trouve que c'est hyper mal fait en termes de rythme et même pour les athlètes. Comment il passe, c'est-à-dire que si je dis pas de bêtises, par exemple, s'il y a une barre à 85 kilos, va faire son épaulé jeté, je dis une bêtise, une épaulé jeté à 85 kilos, cette personne-là le rate, c'est elle qui repasse derrière encore. Là, il n'y a pas en fait tous les athlètes qui, tu vois, et donc du coup, donc ça déjà, voilà, c'est hyper bien, je trouve. Après, classique, tout ce qui va être système de standard. Aussi, quelque chose de bien, ça, alors, je crois que c'est en train de venir dans le streetlifting, mais je sais pas si c'est encore vraiment bien abouti. Le système de poids fixe, c'est poids fixe, genre, par exemple, en muscle up, le fait de mettre, genre, si on veut mettre 30 kilos, de pas mettre deux poids de 15 mais un poids de 25 un poids de 5 tu vois. En fait, le fait de pas, que l'athlète ne choisisse pas ce qu'il veut mettre en poids, qui est vraiment, que tout le monde soit pareil, et c'est tout, en fait. Et donc ça, je crois que c'est en train de venir, si je dis pas de bêtises. Hein. Depuis cette Ouais. année-là, je crois que c'est voilà. Donc ça, c'est bien. Euh, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Non, ouais, déjà, on voit toujours toute la partie, on va dire, un peu organisation, système de total, comment ça se passe en compétition, etc. Après, il y a plein de choses aussi, pour moi, qu'on devrait encore un peu prendre exemple aussi. Mais ça, je sais pas si on en reviendra après. Ouais, si, carrément. Ouais. Bah écoute, Mais moi déjà pour rebondir à ce que tu as dit, moi je suis vraiment totalement d'accord et je pense que justement on a pris une longueur d'avance
en copiant et en collant ce qui se faisait déjà en powerlifting. Parce que comme ça, on démarre pas de zéro, on prend aussi quelque chose qui fonctionne, qui est déjà établi. Tu parlais par rapport justement au poids, enfin en fait au chargement des barres, mais là c'est Ouais, pas c'est vraiment ça. des barres, Ouais. mais en fait c'est un algorithme que d'ailleurs c'est enfin c'est Waris qui avait Mm. développé ça en parallèle du RIS et ça existe aussi en powerlifting qui te met même à l'écran la disposition de la barre qu'il Ouais, faut c'est ça. charger. Et il a fait ça pour le street lifting, donc pour les muscle-up traction dips. Et effectivement, ça, je trouve ça normal en fait, parce que Clairement. t'as pas à choisir, par exemple, si tu muscle à 30 kilos, deux poids de 15, non, c'est un poids de 25 et un poids de 5, et voilà. Même Ouais. si t'es peut-être un petit peu plus chiant au niveau de la stabilité, etc., Oui, mais c'est au sûr, moins c'est sûr. tout le monde est logé à la même enseigne. Donc Voilà. là-dessus, c'est clair. Par rapport même moi, au fonctionnement des compétitions, bah, je trouve qu'il y a énormément de choses qui ont été prises du powerlifting et je trouve ça positif. L'annonce des barres, tout le système de pesée de vérification en amont d'une compétition. Après, même quand tu annonces les barres, tu as un délai pour annoncer les barres, enfin tout ça. Ouais. Euh, ce que je trouve bien, donc c'est aussi, et ça va être la deuxième question, c'est tout l'aspect professionnalisation et aussi structuration au niveau de l'entraînement qui pour moi a eu un énorme rôle en fait dans le street lifting et on le voit aujourd'hui. Et toi justement, bah, quel est ton avis sur parce que moi je me rappelle du street lifting en 2020 quand j'ai commencé. Par exemple, les concepts de blocs de travail, de par exemple, des blocs de construction, exploitation, etc., picking, taper, c'était des termes qu'on n'entendait absolument pas. Ouais. Mais en Clairement. fait, on les entendait pas parce que bah, ça n'existait pas, tout simplement. Et en fait, on recopiait un petit peu ce que faisaient les champions à l'époque, avec plus ou moins de réussite. Ouais. Et puis en fait, on a vu que bah, en powerlifting, bah, c'était quand même beaucoup plus structuré par rapport à ça. Et justement, bah, quel est toi ton avis? Est-ce que là, on arrive à un moment où en fait, on a appris ce qu'il y avait à apprendre sur le powerlifting au niveau de la programmation, planification, ou est-ce qu'il y a, toi, tu considères peut-être qu'il y a encore des trucs sur lesquels il faudrait qu'on fasse un effort, peut-être de remise en question ou d'amélioration? Alors moi déjà, je vais partir de mon expérience personnelle en tant qu'athlète qui me suis fait coacher. Euh, j'ai eu un premier coach donc aux alentours de quand j'ai fait les premiers pas 2023 où honnêtement très mauvaise expérience. Enfin, je sentais pas la pour moi c'était pas j'optimisais pas ma performance avec cette méthode d'entraînement. C'est-à-dire que bon, il n'y avait pas de système d'RPE, il n'y avait pas de système de surcharge progressive. De semaine en semaine, c'était pas les mêmes semaines d'entraînement. Je savais pas pourquoi en fait ce bloc, tu vois, par exemple, tu vas parler de bloc construction, etc. Je savais pas pourquoi je faisais ça, pourquoi je faisais ça. Donc voilà, comme je te dis, en plus le fait que les semaines ça change et tout, je trouvais pas ça cohérent. Ensuite, il n'y a pas eu de picking, il n'y a pas eu de taper. Donc tout ça, comme tu as dit, ça existait pas. Et en plus de ça, surtout, pour moi, j'ai pas eu de spécifique pour vraiment me préparer à une compétition. Et là où je rebondis du coup, où je trouve, moi, je l'ai inclus très vite dans ma méthode d'entraînement. Donc les séances 4 mouvements. Euh, donc moi, par exemple, sur tous mes blocs, euh, pas ce post-comp, souvent post-comp du coup non, mais quasiment sur tous mes blocs, j'ai au moins une séance 4 mouvements dans mes programmations. Et je trouve que là, bon, il y a quelques années, encore il y a 2 ans, moi j'ai commencé à 2 ans à peu près à inclure les 4 mouvements dans ma programmation. Il y a 2 ans, je pense que j'étais un des rares à l'avoir. Je trouve que là, il y en a de plus en plus actuellement. Mmh. Même vous, chez Live Trainer, j'ai vu il y a pas très longtemps comme ça y est, vous commencez aussi à en inclure. Donc moi, je trouve ça hyper intéressant, là, c'est les séances MPDS. Je sais que ça fait très débat, etc. J'en ai beaucoup parlé en story, en sondage, etc. aussi. Donc ça, c'est quelque chose de bien, je trouve, qui a à prendre du powerlifting, justement, parce qu'ils ont des SBD. Après, attention, en power, par exemple, il y en a beaucoup qui font des séances SBD.
plusieurs fois dans la semaine. Moi, par exemple, actuellement, euh, j'ai rencontré, parce que du coup, je bouge beaucoup dans les compétitions de powerlifting et tout, j'ai rencontré des mecs à 5 SBD semaine. Ouais. Ah ouais, Ouais, c'est une nouvelle méthode ouais, et c'est en train d'évoluer aussi de leur côté, du coup. Ben, par exemple, je sais pas si tu suis un peu le power, mais c'est celle qui a gagné Sheffield, Agatha, je sais plus comment elle s'appelle, la polonaise, là. Ben, elle, ouais, elle je fait, vois. je crois, 5 ou 6 SBD par semaine. Ouais. Ah ouais, putain, la Ouais, vache. ouais, ouais, c'est un truc de fou. Donc il y a un peu ce côté-là. Donc voilà, attention, pas copier ça, hein, parce que pour moi, en street, enfin, c'est vraiment impossible à cause des trois premiers mouvements qui sont beaucoup trop taxants et contraignants sur plein de points. Mais du coup, ouais, non. À part ça, honnêtement, est-ce qu'on a des choses à copier sur le powerlifting maintenant en termes de programmation? Je pense pas. Euh, Même, je vais rebondir sur un autre truc. Il y a beaucoup de coachs aussi en powerlifting qui ont essayé de s'introduire un peu dans le coaching en street lifting, qui ont essayé de voler un peu, etc. Et alors, il y en a des très bons, hein. Moi, mon coach a été Guillaume pendant très longtemps. Justement, c'est lui qui m'a refait découvrir un peu ben, ce que c'était vraiment bien programmé et tout. Et attention, lui, il a bien fait. Pourquoi? Parce que ben, en fait, c'est quelqu'un de passionné qui s'est intéressé et qui s'est formé dessus. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de coachs en power qui essayent d'arriver en street et en fait de juste voilà, ben, à la place du bench, ils mettent des dips quoi. Tu vois. Et ils copient un Hmm. peu leur méthode qu'ils font sur des power, mais en street lifting. Mais non, ça marche pas comme ça, faut adapter. Et donc voilà, donc non, pour répondre, du coup, honnêtement, je trouve pas qu'il y ait des choses à apprendre au niveau de la programmation, en plus maintenant, justement, du powerlifting. Hmm. Je pense qu'on a appris quand même beaucoup pas mal et qu'on s'est pas mal inspiré, et ce qui nous a beaucoup aidé. Et voilà. Ouais, bah écoute, moi, Evan, je pense exactement la même chose que toi. Je pense que là, on arrivait à un point où on a appris ce qu'on avait à apprendre en termes de programmation, parce qu'on partait de zéro. Et, Ouais. mais, et ça c'est hyper important que tu l'aies souligné, on a nos spécificités dans le sport et en fait, on ne peut pas faire un copier-coller de prog de power, ça fonctionne pas. Ouais. Bah, on peut le dire, la fréquence au bench, elle peut être plus importante que nous au dips. Et Largement. c'est peut-être ça aussi qui nous différencie le plus, mais le mouvement qui nous différencie le plus du power, c'est bien sûr le muscle-up qui se programment absolument pas comme des mouvements de powerlifting. Et c'est ce qui fait notre spécificité. Et tu as rajouté encore un autre truc, et ça, peut-être que c'est un message à peut-être là, ici, il y a des gens qui nous écoutent qui sont coachs en powerlifting. Et si vous nous écoutez, bah, c'est que vous vous intéressez au streetlifting. Bah, c'est hyper important de vous former, de comprendre ce que vous faites. Et en fait, je comprends, moi, l'idée de s'introduire dans le streetlifting pour gratter quelques clients, etc. Parce que et il faut le dire aussi, et je pense que tout le monde en a conscience, c'est que les coachs de power aujourd'hui, pourquoi d'ailleurs il y a encore des athlètes de streetlifting qui se font coacher par des power en 2025, c'est parce que les coachs en powerlifting jouissent, on va dire, d'une image assez positive et professionnelle, chose qu'en streetlifting, bah, on a encore beaucoup d'efforts à faire, même si je trouve que quand même, par exemple, en 2025, il y a eu quand même énormément de bons coachs qui ont émergé. Je pense que ça sera de plus en plus le cas dans les années à venir. Et je pense que honnêtement, et ouais, forcément, je fais de la pub pour mon sport et je donne de la force aux coachs de mon sport, ce qui est totalement normal. Mais aujourd'hui, vous avez quand même un panel de coachs en streetlifting. Si vous ne trouvez pas Clairement. à vous ce qui vous convient, c'est que franchement, vous faites vraiment aucun effort de recherche parce qu'aujourd'hui, il y en a vraiment pour tous les goûts. Bon, après, voilà, il y aura toujours des coachs qui sont très bons, des coachs un peu moins bons. Mais après, de toute façon, il faudra faire, vous, votre propre expérience. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, je suis vraiment convaincu de ça parce que je côtoie une tonne de coachs en streetlifting. Et aujourd'hui, vous pouvez faire confiance à des coachs en streetlifting. Et je trouve que aujourd'hui, c'est quand même une erreur, même si vous pouvez totalement vous faire coacher par un coach en power, c'est pas interdit. Mais franchement, à quoi bon, quoi? Il y a tout ce qu'il faut déjà en streetlifting. Clairement. Et puis, je crois que tu parlais d'autre chose qui était intéressant, c'était les séances 4 mouvements. C'est vrai que je pense qu'on a encore
là-dessus de la réflexion à avoir et aussi des feedbacks par rapport, parce que je trouve que c'est encore un peu trop tôt pour tirer des conclusions vraiment très claires. Par contre, ce que nous on fait, par exemple, c'est vrai qu'on met des séances 4 mouvements de plus en plus fréquemment à des gens, par exemple, qui peuvent aussi supporter Ouais, euh, c'est ça, c'est important. des séances 4 mouvements, parce que déjà c'est très long. Déjà, Moi, je me rappelais plus, mais par exemple, j'en ai fait une en taper, 3 heures. 3 heures de séance en gros. pour une rep sur chaque mouvement. Voilà. Ouais, Donc voilà, pour vous donner une idée. Et donc voilà, je pense que de toute façon, dans tous les cas, je pense qu'il ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faudra à un moment donné, si vous faites du streetlifting et que vous voulez faire des compétitions, faire des séances 4 mouvements. À un moment donné, il faudra y passer. Ça, c'est clair et net. ouais, clairement. Euh, donc là, on passe un peu à la deuxième question. Et là, enfin, la deuxième partie de ce truc powerlifting vers streetlifting, c'est les limites et les effets pervers, entre guillemets, c'est ce que j'ai noté. C'est est-ce que justement pour toi, il y a peut-être aussi des fois des déviances, on va peut-être un peu trop loin sur des trucs et on copie trop ce qui se fait en powerlifting et en streetlifting. Ok. Alors comme ça qui me vient en tête, moi, déjà le squat. Ça c'est un sujet à débat. Encore aujourd'hui, il y en a beaucoup. Pour moi, le squat, c'est pas quelque chose de bon dans le sens où on a vraiment copié-collé du powerlifting. Mm. Le problème, c'est que il y a plein de paramètres à prendre en compte. On est un sport plus récent, donc déjà on a du retard, logique. En plus de ça, on a 3 mouvements avant. On n'a pas dans nos autres mouvements, on n'a pas un mouvement qui a un bon transfert avec le squat, contrairement avec le deadlift en power. Donc déjà, automatiquement, d'un point de vue public, qui connaît pas forcément le streetlifting ou qui s'y intéresse, c'est beaucoup moins impressionnant. Du coup, le squat des streetlifters entre guillemets. Mais ouais, enfin, tu vois, parce que en powerlifting, on compare les champions du monde de chaque catégorie. Il y a quand même un fossé, même si il est de moins en moins gros, mais il y a quand même un fossé. Mm. Donc moi, pour le problème, c'est que le squat, c'est très bien, parce que ça rend le sport beaucoup plus complet, mais il aurait pu avoir peut-être une identité. En Mm. full row, par exemple, ou en high bar, je sais pas, mais Mm. peut-être créer voilà cette identité un peu pour le street lifting, parce que là, le problème, c'est que voilà, en plus après, ça nous donne des débats maintenant, comme quoi il y aurait des powers qui pourraient gagner des compétitions de street, etc. Oui, peut-être à échelle régionale, et encore, maintenant, pour moi, à l'échelle nationale, ça n'existe pas, ça. Faut être Mm. complet pour être dans le meilleur, dans tous les cas. Mm. Mais ouais, déjà, voilà, le sujet du squat, pour moi, c'est pas forcément quelque chose de bon. En plus, là, j'ai vu aussi en ce moment, actuellement, il y a eu l'annonce de la FNSL sur dips et squat only. Je crois que c'est les deux en même temps, ou alors il y a juste le squat. Si je dis pas de bêtises, je sais plus exactement. Mais En fait, je pense que c'est le même jour peut-être, mais c'est deux compétitions différentes. ah ouais, voilà. Donc là, bon, là, ça va. Là, c'est voilà. Ah, ah, Là, c'est mm. encore plus à débat. Pour moi, Et c'est pas forcément quelque chose de bon, là, par exemple. bah, alors, moi, je vais te donner mon avis. Tu vas me dire ce que tu en penses. En fait, Dis-moi. moi déjà sur comment dire, la partie identitaire du squat en streetlifting, je suis 100% d'accord. Je pense que là pour le coup, on a trop voulu copier ce qui se faisait déjà en powerlifting. On a vraiment Ouais. fait enfin, c'est exactement la même chose. Donc, et moi, je pense que c'est pas parce qu'on a fait ça que à un moment donné, on peut pas revenir aussi en arrière. Ah ouais, clairement. Euh, genre, il y a plein de sports, j'en ai déjà parlé plein de fois, qui ont mis en place des règles, des équipements, et qui sont revenus après des années en arrière. Donc ça, en fait, parce que je le précise, parce que je pense que pour les gens, en fait, une fois que ça a été fait comme ça, c'est bon, ça sera toute la vie, ça sera comme ça. Moi, je vous dis, non, c'est amené à changer. De toute façon, tout est amené à évoluer en streetlifting. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses d'ailleurs qui évolueront. Bon, on l'a déjà Et vu cette année, hein. ouais.
Et pour le squat, le only squat, en fait, là, moi, où je trouve ça positif pour le coup, et je ferai le parallèle aussi avec ce que tu as dit, c'est que pour moi, ça peut ouvrir le street lifting à des gens, peut-être même qui font juste de la muscu ou du powerlifting, parce que c'est un mouvement quand même, je trouve, qui reste très très accessible par rapport aux autres. Je trouve, bah, Largement. c'est Oui, le plus clairement. accessible des quatre. Donc en fait, moi, je le vois comme une passerelle peut-être vers le street lifting. Donc là, pour moi, ça c'est positif. Par contre, là où tu avais raison de le dire, c'est que pour moi, il y a aussi, alors, on doit peut-être pas faire prêter attention absolument à ce truc-là, mais moi, je me mets à la place d'un power aussi. Et je me dis, mais attends, il y a un autre sport là, ils se disent en fait enfin que c'est un sport complètement différent que le power, mais ils font exactement la même chose que moi. C'est pas cohérent. Enfin, en fait, ayez votre propre identité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de gens qui disent ouais, mais le carrément, alors vraiment là, ça c'est l'extrême, qui disent ouais, le squat n'a même pas sa place au sein du street lifting. Bon, ça, je suis pas du tout d'accord Non, avec ouais. ça. Mm. Mais voilà. Donc, je sais plus, je voulais dire un autre truc, mais j'ai perdu le fil. Mais en tout cas, en gros, ça résume un petit peu ma pensée. Donc, Ouais, pour c'est vrai que j'avais pas moi, vu les choses comme ça, mais honnêtement, ouais, c'est vrai que ça peut aussi donner l'occasion de découvrir le street lifting et de faire une passerelle, c'est vrai. Maintenant, le gros point négatif aussi, c'est que, ben, comme on a dit, par exemple, il peut très bien avoir un power qui sort de nulle ouais, part, qui ah, arrive, qui fait voilà. squat only, et bam, il est champion de France de Ah street bah, lifting. ouais, ouais. Ouais, mais ouais, en fait, Ah, mais tu vois, tu vois, ça, c'est tu vois, compliqué. ça, je suis d'accord avec toi. Et justement, on a eu l'exemple. Alors, je pense que là, cette année, on a eu l'exemple parfait de Étienne que je coach, Ouais, qui était en 2024 le cinquième français en Open en moins de 93, donc qui a un très gros niveau national avec quasiment ouais, 800 de total, qui vient ok. en off-saison en street lifting et qui fait une troisième place de très très loin du premier. Donc c'est Oui, ce que tu as dit en fait. Ça démontre que même un champion en powerlifting, parce que ça, Pana, quand il avait fait l'interview pour oui, le SBD Showdown, je oui. trouve que là, il s'était totalement trompé. Pourtant, j'adore ce qu'il fait, Pana, hein. C'est une Mais pour moi, malconnaissance, là, quoi, en fait, ouais, voilà. Et non, en fait, clairement. non, vos Bah oui, champions ne battent pas bah nos oui. champions et inversement d'ailleurs. Donc voilà. Et ouais, donc voilà, et effectivement, et il y a un autre truc aussi, c'est est-ce que, et ça, j'avais fait une publication à l'époque qui avait fait débat là-dessus, j'en rigole, mais que, en fait, pour moi, des gens qui font les only ne peuvent pas se considérer comme des street lifters. Ah, j'ai la ref. Euh, Et Alors, tu vois, vas-y, dis ce que tu penses. moi, honnêtement, je vais dire d'abord mon avis, truc, et après je vais expliquer ma pensée. Pour moi, ouais, si tu fais que du only, en vrai de vrai, t'es pas un street lifter. Le street lifting, c'est quoi? C'est quatre mouvements. Donc voilà, pour moi, on pourrait s'arrêter là. Mais les only, c'est super bien. Pourquoi? Parce que pour les Mm, mecs comme moi-même, ma première compétition, c'était du only. Et vu que j'avais déjà un bon petit niveau en traction, ben, c'est ce qui m'a permis de mettre mon premier pied en compétition. Et parce que comme je t'avais dit, j'avais jamais fait les jambes. Donc par exemple, le squat et tout. En plus, à l'époque, il y avait vraiment pas de compétition en streetlifting. Donc j'avais clairement pas le niveau pour pouvoir m'inscrire à une compétition. Et du coup, c'était bien pour justement découvrir mm. le sport, découvrir ce que c'était la compétition, etc. Et franchement, je trouve que ça m'a vraiment, c'était une superbe expérience. Honnêtement, c'est peut-être la meilleure expérience que j'ai eue, vu que c'était ma première. Mais du coup, oui, voilà, non, honnêtement, pour moi, je suis un peu d'accord. Moi, le street lifting, c'est quatre mouvements. Voilà, c'est compliqué, c'est à débat, mais en vrai de vrai, ouais, si tu fais que du only, franchement, honnêtement, voilà, c'est mon En, avis en, aussi. En fait, on dénigre pas du tout les gens qui font juste des only. Moi, Non, je trouve clairement pas. que moi, je l'ai dit juste avant pour le squat only qui va être mis en place, mais c'est valable pour les trois autres mouvements, que c'est une très bonne comme opportunité pour certains pratiquants de faire une première compétition. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est il y a des mecs, par exemple, qui font des compétitions quatre mouvements, mais qui ont vraiment un mouvement qui surpasse un petit peu les autres. Et là aussi, je trouve intéressant que ces gens-là participent à ce genre de compétition, euh,
où ils peuvent se tirer vraiment la bourre sur un seul mouvement avec des gens qui sont de leur niveau, quoi. Ouais, carrément. Mais, en fait, il y a aussi un mais, c'est que bah, pour avoir vu les Only année après année, c'est que souvent les meilleurs ne participent pas au Only. Et, Clairement. euh, et en fait, pour moi, pareil, je veux pas vous dénigrer ceux qui ont des titres de champion de France de traction, des trucs comme ça. Mais honnêtement, si on est vraiment objectif et honnête avec soi, je trouve que c'est pas quelque chose que tu peux. Alors tu peux le mettre en avant si tu as envie, mais si tu veux, pour moi quand même, ça a beaucoup plus de valeur. Concrètement, factuellement, hein, c'est pas qu'une histoire de vision ou de choses comme ça, mais ça a quand même beaucoup plus de valeur d'être champion de France 4 mouvements que être champion de France d'un mouvement only, sachant que bah, les meilleurs sans doute ne seront pas là, quoi. Tu vois. Largement, hein, Donc voilà. clairement. Ah ouais, non, Hum, totalement d'accord sur ça. euh, Justement, alors là, ça c'est une question qui vient justement à la suite de toutes celles qu'on a vues avant. C'est est-ce que toi, Evan, tu serais justement pour un retour un petit peu aux sources street. Est-ce que parce que moi, ça c'est une question que je me pose souvent en fait. Je me dis et que je pose aussi souvent aux gens parce que ça m'intéresse vraiment, c'est de savoir est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va vers un truc plus powerlifting, donc un petit peu quand même, il faut le dire, final rep, hein, concrètement. Même, on pourrait imaginer, enfin en tout cas moi ça me choquerait pas que dans 5 ans, final rep, ils enlèvent le muscle up. Tu Ok. vois, enfin moi ça me choquerait pas, tu vois. Mhm. Ou donc, est-ce que tu es plus pour un truc comme ça, qui a ses avantages, ses inconvénients? De toute façon, tout a ses avantages et ses Oui, inconvénients. clairement. Ou peut-être un retour un petit peu plus au street. Et justement, tu vois, là, on est là, tu vois, et vraiment commencer à prendre un chemin un petit peu différent, mais qui revienne aussi un petit peu aux origines. Il y a eu un truc, d'ailleurs, j'ai vu passer sur Insta et j'ai trouvé ça très, très intéressant et ça rejoint cette question. Par exemple, tu sais, en power, bah, tu sais, moi j'ai vu plein de compètes, tu as vu plein de compètes aussi en power. C'est beaucoup plus conventionnel. Déjà, même, je dirais par rapport aux choix musicaux, je dirais qu'il n'y a pas photo en streetlifting et en powerlifting. Est-ce que Mhm. ça, par exemple, tu trouves que c'est un truc qui est positif? Est-ce que tu voudrais peut-être avoir des trucs un petit peu plus lisses, on va dire, en streetlifting? Est-ce que aussi, je sais pas, moi, par exemple, tu vois, Final Rep, je disais qu'ils se dirigeaient plus vers le power, mais par exemple, ils font des trucs qui, pour moi, sont plus street lifting, comme par exemple, tu as la possibilité de venir sur le plateau torse nu. Bah, je trouve que ça, c'est très strict et c'est beaucoup moins power. Est-ce que, en gros, tu vois, bon, je t'ai cité deux trucs, mais il y en a, je pense, d'autres. Est-ce que tu penses que c'est mieux qu'on aille dans cette direction pour même le développement du sport, parce que c'est vraiment la question sous-jacente, ou est-ce que on ferait pas mieux d'être plus conventionnel, plus carré sur des trucs et tout? Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ben moi, honnêtement, je trouve que le powerlifting, quand ces dernières années, là, il ne s'arrête pas de se développer. Je pense qu'on est d'accord sur ça. On voit que ça explose quand même, que ce soit au niveau de licenciés, au niveau des compétitions, etc. On a bien vu Sheffield, c'est incroyable. Et genre voir ça en streetlifting, ça serait un de mes plus grands rêves, limite. Je trouve ça incroyable. Donc non, non, moi je suis clairement de l'école à se rapprocher un peu du modèle powerlifting pour professionnaliser un peu plus les choses. Tu as donné l'exemple du truc torse nu. Moi, ça me saoule. Voir des mecs rentrer sur un plateau torse nu. Je suis pour avoir ouais, une tenue réglementée, quelque chose de plus professionnel. Ok. Par exemple, du coup, ben, pour continuer sur ce sujet-là, le système de équipe de France, tu vois, venir par exemple au final rep, championnat du monde, championnat d'Europe, en équipe de France, on a tous la même tenue France, etc. Ben, comme un peu le singlet avec le singlet de France. Je trouve ça magnifique, donc je dis pas prendre un singlet, attention, hein. Mais vraiment avoir voilà ce côté beaucoup plus professionnel, beaucoup plus carré. Donc ouais, moi je trouve ça, je suis de cette école-là.
Et du coup, pour voir en plus beaucoup de compètes de powerlifting et tout. Je trouve ça vraiment, que ce soit en tant que coach ou même en tant qu'athlète, parce que moi, du coup, ma copine fait du power. La plupart de mes potes font du power, ils font pas de street lifting. Donc, du coup, c'est vrai que je baigne beaucoup dans ça. Et je trouve ça vraiment hyper carré. Et à chaque fois, c'est le même résultat. Je me dis, putain, j'aimerais tellement que le street, ça soit aussi carré que ça. Voilà. Ok. Donc, je suis vraiment de cette école-là. Après, bien sûr, est-ce que ça vient aussi du fait que ben, j'ai pas baigné dans le street avant? Ça, tu vois, j'ai vraiment toujours été muscu, un peu power et tout. Et après, je suis arrivé dans le street lifting. Donc, peut-être que aussi ça joue. Mais ouais, Mm. je suis vraiment de cette école-là, vraiment rendre les choses beaucoup plus carrées et entre guillemets apprendre un peu la voie du powerlifting parce que vu comment ça se développe, moi honnêtement, ça m'étonnerait pas que l'haltéro, le JO, ça soit remplacé par le powerlifting, vu comment ça explose. Ouais. Donc pour moi, ce serait D'accord. une bonne chose pour notre sport, honnêtement, parce que moi, je suis pour que le street lifting il se développe à fond, quoi. Donc ouais, Donc, carrément. Evan au championnat d'Europe en singlet, ça pourrait être possible ou pas? Alors singlet, je sais pas, j'ai jamais fait singlet. Honnêtement, ça me donne pas envie, mais c'est vrai qu'en vrai, devrait avoir une tenue. J'ai déjà réfléchi, mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais putain, ça serait vraiment cool, quoi. Ouais, Tu vois? ouais, Mais tu sais, un truc tout carrément. bête, je l'avais dit un jour avec je sais plus qui. Mais tu sais, genre, je sais pas, que ce soit Tata Kai qui s'occupe de tous les pays, genre, tu vois. T'arrives en tenue Tata Kai, Bam France, truc et tout. Je sais pas, je trouve ça incroyable. Et je trouve que ce sera vraiment cool. En plus, ça donne un nouvel objectif, tu sais, en power, recevoir le Singlet France, c'est un Saint Graal, tu vois. Genre, il y en a, ils se l'attachent et tout. Et je sais Ouais. pas, créer ça en street lifting aussi, je trouve que ce serait cool. Donc, voilà. Bah, ça se trouve que ça arrivera plus vite que prévu, on ne sait pas, hein. Écoute, J'espère. Ok, bah écoute, là-dessus, je pense qu'on a fait le tour et donc on passe à la troisième partie de ce podcast sur la programmation. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est aussi, si même si tu m'en as déjà fait part en partie, ta vision de la programmation euh, et ta façon aussi de programmer. Est-ce que toi, par exemple, même tu trouves, parce que on voit quand même ce que font à peu près les autres, etc. euh, quelle est, euh, quelle est toi ta méthode de programmation, par exemple en termes de fréquence, d'intensité, de volume, comment tu répartirais, par exemple, je sais pas moi, il y a un athlète vraiment type, genre un mec intermédiaire, 80 kilos, il a 300 de total, il est pas blessé, voilà, il a des objectifs de compétition. Il a une technique qui est assez bonne, mais qui est peut-être encore améliorable. Comment tu ferais, par exemple, sa semaine 1 de son bloc 1? Comment tu répartirais les choses au niveau ouais, intensité, volume et fréquence? moi, déjà, il est important de repréciser que chaque cas est particulier. Voilà, en Mm. fonction des objectifs, du rythme de vie, de plein de choses. Et du coup, dans ce cas-là, ben déjà en fonction de s'il a le temps, qu'il a un boulot qui est pas forcément trop prenant, etc., trop exigeant, etc. On a parlé de l'âge ou pas aussi? Plutôt jeune. Ouais, il a 22 ans, quoi, comme Ouais, Evan. ok. Allez. Ben ouais, du coup, non, moi, en semaine 1, bam, technique, on va dire, correcte. Ben, déjà, premier point, on se fixe un objectif. Est-ce qu'il a envie de faire une compétition ou pas? Si en fonction il a envie de faire une compétition, ben, ok, on voit en fonction combien de blocs on va faire. Donc, quelle est la marge de manœuvre à travers ça? Mais du coup, automatiquement, le bloc 1, ben, ça sera plutôt la construction technique, surtout, ou principalement, avec aussi pas mal de volume, etc. Ouais, du coup, semaine 1, s'il a le temps, etc., je mettrai 5 entraînements semaine. Euh, donc vraiment, s'il est déter à vraiment s'entraîner correctement. 5 entraînements semaine. Au niveau de la fréquence des mouvements, le muscle up, on serait sur entre 2 et 3. Vraiment avec un troisième très léger, avec vraiment très peu d'intensité. Vraiment focus technique du coup. Au niveau des tractions, pareil, je me rapprocherai des 3 fréquences semaine à peu près. Sur les dips, 2 fréquences. Parce que les dips, c'est vrai que c'est beaucoup plus énergivore. Et pareil, en termes de technique, ça se dégrade très très vite. Et niveau risque de blessure, ça augmente très rapidement. Et sur les squats, du coup, ben moi, la plupart de mes athlètes qui ont commencé avec moi, ils avaient jamais fait ça, mais du coup, introduire petit à petit, en fait, arriver à 3 squats semaine.
Pour moi, c'est hyper pertinent. Moi, c'est ce qui m'a permis aussi de vraiment progresser sur le squat quand j'ai rencontré du coup Guillaume quand il a commencé à me coacher. Mais du coup, ouais, je partirais en gros sur à peu près tous les mouvements sur 3 fréquences par semaine, à part le div, du coup, comme j'ai dit, en vraiment départageant bien comme il faut, hein, primaire, secondaire, tertiaire, avec beaucoup de techniques, pas mal de renforts aussi spécifiques en fonction de l'athlète. Des exercices, pareil, il n'est pas blessé, etc. Mais peut-être en fonction de son passif ou quoi, s'il a déjà eu des petites gênes ou quoi, mais aussi avoir des exos justement qui lui font du bien, des exercices de réhab ou quoi. Et voilà. Voilà. Mhm. Bloc un, semaine 1, ouais. Voilà. Donc très très bas Ouais. en termes d'intensité sur une semaine 1, des charges très légères, histoire vraiment de pouvoir avoir une adaptation dans un premier temps en termes de pattern de mouvement et de technique. Mais voilà. Est-ce que d'ailleurs, toi, tu as cette question souvent qui revient, en tout cas, même si tu essayes de les prévenir en amont pour pas qu'ils soient surpris, pendant la semaine 1, ouais, mais Ça va attends, venir. c'est C'est vraiment léger. léger là. Enfin, C'est en fait, tout le temps, c'est c'est quoi horrible. tu veux pas me faire progresser ou quoi? C'est quoi ton objectif là? Tout le temps, tout le temps. La personne qui commence, ouah, décidément, une trop grosse oreille. Ouais, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est à chaque fois, nouveau coaché. Directement, ça va être ça. Il va voir les charges. Il va dire, putain, mais c'est beaucoup trop bas. Mais en fait, c'est pour votre bien, quoi. Genre, parce qu'en fait, déjà, la plupart des gens qui commencent, ils ont une technique, elle est vraiment pas bonne. Ils ont pas les standards, etc. Bon, attention, là, je parle vraiment des débutants. Mais même, en vrai, des fois, il y a des intermédiaires avec des bonnes perfs qui n'ont pas forcément les standards et qui n'ont pas du tout une bonne technique, hein. Donc du coup, des fois, on déconstruit pour mieux reconstruire en fait. Ouais. Donc ouais, c'est obligatoire de passer par des charges basses parce que on voit même des fois, justement, je leur dis à chaque fois, tu vois, t'es en semaine 1, t'as dit que c'était la charge elle était légère, mais là dans ta technique, même dans tes standards, ils y sont pas et tout. Tu vois, au final, on a bien fait de mettre aussi léger. Donc ouais, Exactement. hyper important. Mais c'est Donc, ce que je remarque, c'est tout le temps, tout le temps. tout le temps. Donc, écoutez Evan, s'il vous plaît, et prenez note. Euh, Ouais, juste- vraiment. justement, toi, par exemple, quand tu prends des athlètes, des nouveaux athlètes, est-ce qu'il y a des erreurs courantes que tu vois en termes peut-être de programmation d'abord et en termes de technique? Ben, en termes de programmation, ouais, au niveau de la fréquence des mouvements, ben, surtout comme je t'ai dit au squat, bon, il y en a plein, moi, ils faisaient un squat semaine, quoi. Ils ont l'impression qu'ils peuvent pas engendrer de fréquence sur ces mouvements-là. Après, qui me viennent en tête comme ça, j'en ai pas forcément. Si, ben, le renfo. En vrai, il y en a plein qui, le renfo, ils swipe, quoi. Donc ça, hyper important, les gars, faites vos renfos. Ça, c'est un truc, j'arrête pas de dire, mettre même de l'intensité au niveau du renfo. Hyper important. Et après, niveau technique, ouais, classique, hein, surtout au squat, en vrai. Surtout au squat, la tension, et l'explosivité. Ça, j'ai fait une story il y a pas longtemps. C'était, je sais plus qui c'était, je crois que c'était streetlifting.fr là qui ont fait une story sur Franzi en montant, ouais, Franzi, athlète rapide. Et j'ai mis une story en expliquant bien que en fait vitesse veut pas dire que t'es fort. Il y en a, il y a trop d'athlètes et la plupart des débutants oubliez ça en fait parce que ils mélangent vitesse et précipitation. Donc du coup en fait ça bâcle complètement la technique. Donc non, cette intention-là, à chaque fois de vouloir être trop explosif et justement de perdre toute l'accumulation de tension sur tous les mouvements, c'est pas quelque chose qui va vous faire progresser et en plus même, ça peut clairement vous blesser en fait. Donc ouais, ça niveau technique, cette manie de vouloir être trop explosif, à vouloir mettre trop de vitesse, c'est quelque chose qui est trop récurrent. Et ça, je leur Moi, apprends justement à arrêter de faire ça, quoi. ouais. Moi, je dis souvent la vitesse, oui, mais jamais au détriment de la technique. Enfin, en fait, c'est le bon dosage à avoir à chaque fois. Et quand on est débutant, je pense que c'est quelque chose, surtout qu'on est ultra débutant, quelque chose à mettre de côté. En fait, Ouais, tu clairement. t'y reviendras quand tu auras une bonne technique. Là, tu pourras mettre un petit peu plus d'intention. Mais ça, c'est clair. Moi, je le vois sur la vitesse, et puis tu l'as dit, hein, c'est la tension, quoi. Manque de tension sur les poussées, sur l'excentrique, sur le squat, sur les dips. C'est souvent une cata. Moi, j'appelle ça des descentes kamikazes.
où Ouais, les mecs ils se laissent rebondir quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Ouais, c'est full rebond. donc Full bah rebond. ça fonctionne sur des charges légères à moyennes, mais sur des charges lourdes, ça, soit tu restes en bas, Ouais. soit tu pars en avant. Enfin, soit il y a des grosses dégradations techniques et en Mais oui, plus c'est de ça. ça, et tu l'as dit, tu te mets en danger quoi, parce que et bah t'as plus de proprioception, t'as plus rien, et sur des charges lourdes, ça peut être dangereux. Donc voilà. Mais en vrai, on Donc le voit même chez des athlètes intermédiaires, voire un ouais, peu avancés. On voit souvent, je dis une bêtise, deuxième essai, ils passent une rep RPE 6, ils mettent 5 kilos de plus, par exemple sur un squat, et là, bam, il n'y a plus personne. Parce que ouais, justement, souvent, ils ont ce truc de la tension, etc. et tout, et ils se retrouvent en incapacité de pouvoir générer de la force dans une position. ouais. Et ouais, ouais, mais chez les débutants, comme tu as dit, c'est clairement obligatoire de oublier ça, en fait. Bah ouais, c'est clair, c'est clair. Et d'ailleurs, moi, ça, c'est, tiens, je me pose à moi-même la question. Et en fait, moi, il y a une erreur que je vois de plus en plus souvent. Et pourquoi? Bah, en fait, c'est très, très normal de l'avoir plus régulièrement. C'est qu'il y a de plus en plus d'informations sur le street lifting, ce qui est une bonne chose, Mm. mais aussi ce qui apporte son lot de trucs un petit peu moins positifs. Et je dirais, moi, que l'erreur que font énormément de gens, c'est souvent bah, les débutants, c'est vouloir trop optimiser sa technique. Ça, d'ailleurs, je pense que je vais faire un réel là-dessus dans pas longtemps. C'est en fait, pour moi, au début, quand vous commencez, même dans n'importe quel sport, c'est comme ça. En fait, il y a des standards, il y a ce qu'on appelle des mouvements académiques. En gros, il y a une façon de faire, entre guillemets, un peu globale. Et en fait, pour moi, ça ne sert. En fait, vous perdez du temps et vous focus. En fait, vous mettez pas le focus sur les bonnes choses. Au début, vous cassez pas la tête sur l'optimisation à outrance de la technique. Ouais, est-ce que tu penses, par exemple, je pense au muscle up, est-ce que tu penses que je devrais pas mettre les poids sur les tibias, sur le Devant, ouais, muscle up déjà, cette technique, il y a du bon, il y a du moins bon, même à haut niveau, parce clairement. que voilà. Et pour moi, c'est une question que tu te poses quand tu as atteint vraiment un bon niveau, tu vois. Pareil, au tout début, je sais pas, enfin, il y a des questions en fait qu'il faut pas se poser. Tu te les poseras, bien sûr, mais plus tard. Et moi, ça, c'est une erreur que je vois énormément. Et aussi, il y a ce truc qui va avec beaucoup d'informations, ce qui est une bonne chose. C'est aussi la comparaison. C'est ouais, À venir, ouais. j'ai vu tel athlète faire ça. Ouais. Est-ce que tu penses que moi, ça serait bien que je fasse ça aussi? Ah, mais attends, là, tu me parles d'un champion du monde, et toi, tu as un total totalement honorable, mais qui est à un niveau régional. Donc, tu peux pas te comparer à l'élite. C'est pas possible. Donc, je dis, et ça, c'est bon, ça, c'est le truc négatif aussi des réseaux sociaux. C'est Ouais, que, de ouf. bah, en fait, concentrez-vous sur vous, les gars et les femmes aussi, concentrez-vous sur vous et arrêtez de trop regarder ce qui se fait ailleurs. En fait, dirigez l'énergie vers vous. En fait, dirigez pas l'énergie Ouais. ailleurs. Pour Puis on est moi, tous ça, c'est différents. exactement. C'est exactement. Donc, Et donc, voilà. Moi, ça, c'est l'erreur que je vois beaucoup. ouais, clairement, c'est vrai. Euh, Euh, Justement, alors, dernière question avant de passer à la suite, c'est toi, parce qu'en plus, bah, moi j'étais dedans là très récemment, comment tu prépares une compétition, euh, mais plus d'un point de vue, comment dire, programmation. Est-ce que tu t'établis vraiment une grande phase de construction et si oui, genre quelle quantité, enfin en gros, quelle durée elle va faire et est-ce que et après comment tu t'organises? Est-ce que tu fais des phases de transition, des blocs de transition et d'exploitation? Enfin, comment tu fais tout ça? Moi, par exemple, en tant qu'athlète, là, j'aime bien avoir mon rythme, du coup, de une compétition tous les 6 mois à peu près. Donc, Mhm. du coup, en gros, en fait, tout simplement, je fais à peu près 2 mois, en fait, de construction.
construction technique. Après, du coup, ben, comme tu as dit, phase de transition, à peu près pendant 1 ou 2 mois aussi. On va être beaucoup plus après, ben, du coup, sur du spécifique, à augmenter l'intensité et arriver sur des séries beaucoup plus courtes et du coup, complètement enlever tout ce qui va être euh, variation technique, etc., être vraiment spécifique au mouvement de compétition, au standard de compétition. Donc ouais, voilà, en gros, vraiment tout simplement, hein, construction, transition et spécificité, augmentation de l'intensité, etc., picking, et voilà. Ouais, Et et puis, justement, bah, j'ai envie de te dire, est-ce que justement la simplicité, c'est pas ce qui fonctionne le mieux finalement en fait? non, mais clairement, en fait, faut arrêter d'aller chercher non plus tous les trucs farfelus ou quoi. Il y a des choses très simples qui fonctionnent très bien, en fait. Et voilà. Et en fait, de toute façon, le meilleur outil de progression, en vrai, c'est le temps, déjà. Faut être patient. Tu vas pas être champion de France en 6 mois. Et voilà, avoir de la régularité, de la persévérance, bien écouter ton coach si t'es coaché, ça aussi. Et voilà, après, il y a plein de choses aussi. Mais ouais, la simplicité, clairement, voilà, c'est la Ok. base, hein. Ouais, ouais, du travail et puis des résultats. Et là, du coup, je passe sur le format court Ouais. de questions et je vais te poser comme ça quelques questions. Euh, Déjà, Evan, c'est quoi ton mouvement préféré? Si tu devais en garder un, Vas-y, euh, rapidement. de- demain, tu dois faire que plus qu'un mouvement. Ouais, dips, hein, tous les jours, hein. Les dips, ah ouais, les dips. Moi, je trouve franchement, honnêtement, c'est le mouvement, déjà, c'est le mouvement où je suis le plus fort, entre guillemets, donc, automatiquement, ouais, voilà. Mais en plus de ça, c'est le mouvement qui m'a toujours le plus impressionné. Sur les 3 mouvements de street, sur les 3 premiers mouvements, c'est celui où on met le plus lourd. C'est celui où aussi on peut aller vraiment chercher un gros grind et tout. Je trouve ça vraiment impressionnant. Même en compétition, on sent muscle traction, ok, ça crie et tout, mais dès qu'on arrive au deep squat, là, ça commence un peu voilà, le public, il commence un peu à chauffer, ça commence un peu à crier parce que justement, il y a un peu cette phase de grind et tout. Ouais, je sais pas, je trouve vraiment ce mouvement, vraiment cool et ouais, donc tous les jours, je garderai le dips, quoi. Ça joue entre dips et squat, tu vois, bizarrement. Ouais. Squat qui était Bah, à l'époque mon mouvement truc, ben ouais, squat. bah moi, je suis un peu comme toi, mais en fait, je suis en train de me poser la question parce que moi, je suis plus team poussé que tirage. Hmm. Et je me demande si c'est pas justement dû un petit peu à nos passifs. Parce que je remarque quand même que les mecs issus du street workout, enfin, Ouais, ils ben kiffent c'est quand cool, même hein. plus les tirages, hein. Ben oui, ben oui. Je pense qu'il y Donc a, voilà. ben c'est ça, on est un peu biaisé Ouais. sur notre avis par rapport à ça, c'est sûr. Mm. Ok. Quelle est ta pire erreur en tant qu'athlète? Si tu devais en retenir une seule. Ma pire erreur en tant qu'athlète. Par exemple, à n'importe quand. En compétition ou à Ouais, l'entraînement. ouais, ouais. Euh, je suis Le parfait. truc où tu t'es dit, mais jamais j'aurais dû faire ça, mais pourquoi j'ai fait ça? Euh, attends, je réfléchis, c'est d'être Ou que rapide, hein, t'as, désolé. ou t'as regretté vraiment ce que tu avais fait, quoi. Tu vois, en J'ai gros, tu as fait regretté. peut-être même un choix que tu aurais jamais dû faire, que ça, je pense à la compétition, par exemple, ou Ok. à l'entraînement. En vrai de vrai, moi, en vrai, depuis 2 ans, honnêtement, j'ai toujours suivi les conseils et tout, et j'ai pas de regrets, même sur mes compétitions, etc. Peut-être si je devrais en avoir, ce serait sur ma compétition et ma prépa avant les premiers pas 2023, où clairement, c'était de me faire coacher par mon coach d'avant, où vraiment, je le sentais qu'il y a quelque chose qui allait pas. Et je continue quand même parce que je me disais, oh, il est trop fort. Voilà. Je vais pas citer son nom, mais c'est un des meilleurs mondiaux. Il est trop fort. Et du coup, c'est sûr, j'ai progressé grâce à lui. Et même le jour de la compétition, j'ai pris des décisions au niveau des barres, etc., qui étaient vraiment pas bonnes, en fait. Donc, mais encore une fois, en fait, j'avais un mauvais accompagnement parce que j'avais pas de conseils, j'avais pas de game plan, j'avais pas de conseils techniques, j'avais pas alors qu'il était là le jour-là aussi. Donc, du coup, ouais, plus ce regret-là, finalement, d'avoir, pas entre guillemets perdu mon temps, mais un peu, tu vois, sur ça. Ok, ok, Ouais, ouais, c'est ça. Et de pas m'être renseigné un peu avant sur la programmation et tout. Parce que du coup, je me laissais vraiment vivre en tant qu'athlète et je me renseignais sur rien du tout, en fait. J'ai toujours été carré. On me dit quelque chose, j'exécute. Tu vois. ok.
Donc du coup, voilà, c'est plus ça comme regret. Sinon, honnêtement, voilà, peut-être que j'en trouverai après, mais en vrai, non. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil pour les jeunes coachs qui se lancent? Pour les jeunes coachs qui se lancent, une erreur que moi j'ai fait en tant que coach, voilà, la surinformation. Je pense que ça c'est classique. Genre vouloir trop prouver que on est trop fort comme coach et pourquoi faut qu'il reste avec nous et du coup à donner trop d'informations. Tu vois. Ok. Au niveau par exemple technique. Alors, ouais, sur la dips, faut que tu fasses ça, 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 ça. Tranquille. On prend les bases, on donne, voilà, on donne des priorités. Donc pas se précipiter, être passionné, tout simplement, parce que si t'es pas passionné, comme dans tous les métiers, ça se ressent. Être à l'écoute envers tes athlètes et à vouloir apprendre sans cesse, parce que tu vas apprendre tous les jours. Donc à toujours te renseigner, à apprendre, à te documenter, parce qu'en fait c'est un savoir. Tu vas t'en apprendre tous les jours et c'est important de toujours rester dans le bain et de pas rester fermé sur des méthodes d'entraînement ou de trucs d'il y a quelques années, de rester fermé dessus. Le sport évolue, la méthode de coaching évolue, on le voit bien, on en a bien parlé en début de podcast. Donc voilà. Ok. Et la dernière question, et ça c'est la plus importante, c'est si tu devais choisir plus qu'une discipline, est-ce que tu garderais le power ou le streetlifting? Ah non, le street lifting. Euh, Ok, quand même, ok, tu, quand tu même, me rassures, tu me quand même. rassures. Mais oui, non, non, clairement le street lifting. J'adore le street lifting. Mais moi, le power, j'aime pas le bench, j'aime pas le dead. Hein. Genre le dead, je déteste ça. Hein. Ah, moi Je trouve aussi, ça, j'aime je pas trouve ça assez le dead. impressionnant, tu vois. Je trouve ça très impressionnant. D'ailleurs, gros big up à mon confrère Guillaume qui est dead spécialiste plus plus. Ouais, Mais ouais, ouais, non, 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 le street tous les mouvements de street, je les préfère largement et tout. Et non, non. Voilà, juste rapprocher un peu du power, comme on en a parlé, niveau structure, etc. Niveau professionnalisme, on a dit. Mais non, non, street tous les jours à 100%. ok. Et bah mec, on arrive sur la fin du podcast et justement, bah où est-ce qu'on peut te suivre, te contacter? T'as un Insta? Est-ce que t'as un YouTube? Ouais, Dis-nous moi, tout. juste Insta pour l'instant. Du coup, voilà, Insta, c'est Guts, G-U-T-S, tiré du bas, ED. Donc voilà, où là, je commence à m'y mettre correctement depuis 2 mois à peu près. Avec Guillaume, on commence à poster pas mal de réels. On va sur plein de choses, sur des optimisations techniques, sur, euh, sur même comment optimiser ton temps d'entraînement, des exercices de réhab ou de renfort spécifiques à certains mouvements. Bref, beaucoup de choses. Donc ouais, sur Guts Head. Et après YouTube, bientôt en vrai. On aimerait bien se lancer peut-être avec Guillaume aussi. Mais voilà, pour l'instant, juste Instagram. Ok, top. Bah, en tout cas, super cool discussion. De Ouais, toute façon, grave bien. on se reverra, je pense, au plus tard, je pense en novembre, du coup, à Forlift, enfin, à Ouais, bah, cet j'espère event. avoir ma place. Après, dans tous les cas, j'y vais parce que j'ai mon athlète qui a gagné sa place, vu qu'il a fini dans les 2 premiers du Meet. Mais du coup, j'espère avoir ma place aussi parce que du coup, c'est les inscriptions premier arrivé, premier servi. Et il y a beaucoup de monde qui veut la faire. Je pense, ouais. Ouais, il y a Ouais, beaucoup de monde. il y a beaucoup de monde. Donc, j'espère pouvoir la faire. Et en tout cas, si je peux la faire, tant mieux. Et dans tous les cas, Ok. oui, on se verra. Ok, bon, en tout cas, super cool, mec. Et puis, merci d'être passé sur le podcast, hein. Ben, merci à toi pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. Et au plaisir de refaire ça quand tu veux. Carrément. Bah, écoute, bah, je te souhaite une bonne fin de journée, Ouais, Evan. Et puis, je vous dis, nous, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut, ciao.